Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé pour le compte de notre partenariat avec Exclusive Network et pour parler spécifiquement de la solution VIM. Nous sommes ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, 17 avril, le rendez-vous a été pris déjà depuis quelques semaines et nous espérons que vous pourrez tirer le meilleur parti des échanges que nous aurons ce jour. Les intervenants pour le webinaire du jour sont Cédric Cheyep, System Engineer Cloud Solution de Exclusive Network, qui se présentera tout à l'heure, et Pascal Badeau, qui est responsable des infrastructures et systèmes à Sankfis Faso. Je suis moi-même Lucie Badeau et j'aurai en charge la modération de la session de ce jour. Comme vous le savez, Sankfis Faso est un partenaire qui œuvre chaque jour pour vous permettre d'aller de l'avant. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je vais quand même demander encore à nouveau de confirmer que les conditions de réception sont parfaites. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas surtout à les formuler ou en levant les mains dans le chat. La session sera enregistrée et nous vous la partagerons ainsi que les différentes diapos qui seront présentées. Sur ce, nous allons passer la parole aux intervenants pour qu'ils se présentent avant que je ne passe à la présentation de Sankfis. Monsieur Pascal Badeau, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour Bonjour. Alors, et moi, c'est... bienvenue. Merci. Alors, moi, c'est Monsieur Badou Pascal. Je suis responsable infrastructure, réseau, système à Saint-Fils Faso. Merci. Cédric, Bonjour à tous, bonjour Lucie, j'espère que vous me recevez parfaitement. Voilà, bonjour à tous les participants, je vois qu'on est assez nombreux. C'est naturellement avec un immense plaisir qu'Exclusive Networks, par ma modeste voix, séjourne à Saint-Fils ce matin pour un webinaire hautement édifiant sur la sauvegarde des données. Pour les présentations, je suis Cédric Seeb, je suis le principal système ingénieur en charge des solutions cloud chez Exclusive Networks. Petite parenthèse avec ta permission, Lucie. Pour dire un petit mot sur Exclusive Networks, nous sommes un distributeur de solutions informatiques à valeur ajoutée. Nous opérons principalement sur deux segments. Le segment de la cybersécurité à travers les solutions des constructeurs de premier rang comme Fortinet, Palo Alto, F5, Walix, Proofpoint, Tenable, Info, Blocks pour ne citer que cela. Nous opérons également sur le segment des solutions cloud. C'est d'ailleurs la business unit à laquelle j'appartiens chez Exclusive Networks. Et à ce niveau, nous avons deux principales missions. Première mission, accompagner les entreprises à travers notre réseau de partenaires, y compris Sankfis, dans la modernisation des infrastructures data center. Et sur ce périmètre, en l'occurrence, nous avons fait le choix des solutions de l'éditeur Nutanix. Nous avons par ailleurs la responsabilité d'accompagner les entreprises, toujours à travers notre réseau de partenaires, dans la mise en place des plateformes de protection de données modernes. Et sur cet autre périmètre, nous avons fait le choix des solutions de l'éditeur Vim et des constructeurs comme Quantum, Qubit ou encore Wasabi. Faire étalage de tout ça, c'est juste pour donner un aperçu aux participants, voilà, de l'ensemble des solutions qu'Exclusive Networks porte aujourd'hui, pour dire également qu'au-delà de la thématique centrale que nous allons aborder aujourd'hui, qui est la sauvegarde, nous pouvons également les accompagner sur bien d'autres sujets, notamment la cybersécurité et la modernisation de leurs infrastructures data center. Je te repasse la main, Lucie. merci Cédric, voilà qui est bien planté comme décor. On va cependant juste parler également un peu de Sankfis, puisqu'il est important de rappeler les portfolios sur lesquels nous nous proposons d'accompagner nos partenaires. Pour Sankfis, sachez que nous sommes établis dans 8 pays de la sous-région et à date, nous capitalisons je dirais à peu près 800 projets réalisés dans divers domaines, 113 collaborateurs, mais aussi avec beaucoup d'honneur, la satisfaction de 438 clients sur les projets sur lesquels nous les avons accompagnés. Notre vision est de devenir un acteur majeur dans le secteur de l'électronique, de la défense, l'aéronautique civile, l'identité numérique et la cybersécurité, tout en restant un accélérateur de la performance des entreprises en combinant technologie et innovation. Nous le faisons à travers une mission que nous nous sommes fixée, qui
consiste en comprendre l'ensemble des enjeux de la transformation digitale de nos différents marchés pour nos clients. Identifier aussi comment les solutions de l'industrie constituent aujourd'hui des leviers essentiels pour l'amélioration de leur fonctionnement, mais aussi accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leurs différentes transformations. Pour nos principales valeurs, sachez que nous souhaitons la communiquer sur différents volets parce que pour nous, il s'agit d'un véritable environnement que nous mettons en place avec nos clients. C'est un engagement fort que nous avons envers vous, le respect de nos collaborateurs et donc des engagements que nous avons envers vous, l'obsession de la performance et de la créativité et de l'innovation, ce qui explique notre volonté à chaque fois d'aller vers de nouveaux partenaires et de vous proposer les meilleures solutions, l'esprit d'équipe qui règne en l'enceinte et aussi lors de nos différents projets avec nos équipes partenaires, la prise de risque qui fait aujourd'hui de nous un partenaire de confiance qui anticipe sur un certain nombre de solutions, les éprouve avec ses partenaires et les met à votre disposition, et aussi un œil très regardant pour la protection de l'environnement. Sachez aujourd'hui que nous capitalisons l'ensemble de nos forces sur plus de 30 années d'expérience. Nous travaillons à intégrer de nouvelles technologies de manière très efficace. Nous maîtrisons l'écosystème numérique de l'Afrique de l'Ouest de par notre représentation dans la zone. Nous offrons des services diversifiés, que ce soit télécom, infrastructure, cybersécurité, gestion des risques, radiocommunication et identité et biométrie. Notre service avant-vente est disponible 24 heures sur 24 à votre écoute et pour supporter l'ensemble de vos besoins. Notre large réseau de partenaires internationaux pourront vous apporter vraiment l'appui sur l'économie mondiale numérique qui est disponible et visible. Notre capital humain est fort engagé et nous comptons sur cette appartenance au groupe panafricain dont nous formons le groupe pour vous accompagner perpétuellement. Les métiers de Sankfis énoncés précédemment, donc je les regroupe très rapidement. Il s'agit de télécom, sur lequel nous avons une expérience beaucoup plus connue depuis plus de 20 ans. L'infrastructure et l'intégration du système qui s'étant un peu imposés à nous en fonction de la majeure partie du marché qui a grandi et en fonction de l'écosystème. La radiocommunication dont je parlais tout à l'heure, où nous sommes sur un aspect civil et militaire, l'identité et la biométrie pour permettre efficacement de répondre aux attentes du marché tout en gardant le niveau de sécurité et d'authentification nécessaire, et la cybersécurité qui représente aujourd'hui une couche indispensable à l'ensemble de nos systèmes. Ainsi dévoiler les lignes de service de Sankfis pour répondre perpétuellement à notre engagement fort de vous accompagner sur les différents types de solutions que vous devez mettre en œuvre dans vos environnements. Aujourd'hui, nous nous sommes orientés vers la solution VIM. Notre partenaire Exclusive Network va revenir dans l'ensemble sur tout ce qui doit être mis en œuvre parce que nous traitons régulièrement des données, mais il serait très important et efficace de savoir comment les sauvegarder, quel outil et savoir comment efficacement répondre aux différentes problématiques de nos environnements. Cédric, si tu permets, je vais te laisser la main pour commencer déjà à décliner réellement l'enjeu auquel les entreprises font face et pour lesquels elles ont besoin d'avoir des directives pour l'orientation du choix de leurs solutions. Alors, ok, merci, Lucie. Je vais, avec ta permission, bien sûr, partager mon écran. Et puis, on pourra commencer à parler de sauvegarde. Et voilà, là, aujourd'hui, comme annoncé par Lucie il y a quelques instants, nous allons parler de la sauvegarde. Et principalement de la sauvegarde avec Vim. Donc, à la fin de ce webinaire, vous devez être capable de cerner ce qu'est la résilience. Et pourquoi pas la cyber-résilience. Vous devez être capable de cerner quels sont les enjeux de la résilience aujourd'hui, cerner quelle est la vision de Vim sur ce segment en particulier et quelles sont les fonctionnalités majeures de la Vim Data Platform qui est le produit majeur de Vim aujourd'hui ou alors le socle de toutes ces solutions. Et à la fin, vous devez comprendre également le discours de l'offre de valeur de la Vim Data Platform par rapport à ses principaux concurrents sur le terrain aujourd'hui.
Next slide, s'il te plaît, Lucie. Alors, avant de commencer, qu'il nous soit permis de revenir sur ce qu'est la résilience. Il faut percevoir simplement la résilience aujourd'hui comme la capacité qu'a toute entreprise de survivre ou alors d'assurer ou de garantir une reprise ou une continuité d'activité en cas d'incident de quelque nature que ce soit une panne matérielle, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit un incendie, une inondation ou de plus en plus aujourd'hui les cyberattaques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un des leviers sur lesquels on peut appuyer pour pouvoir tenir justement ce pari de la résilience, c'est la sauvegarde. La sauvegarde dont le pendant est la restauration qui va nous permettre voilà, d'assurer une reprise rapide d'activité. Next, s'il te plaît. Alors, le slide que vous voyez affiché à l'écran, lui, il vient mettre en évidence l'état des lieux. L'état des lieux aujourd'hui en matière de sauvegarde, mais par la même occasion, il met également en évidence les enjeux en matière de résilience aujourd'hui. À la lecture de ce slide et des chiffres qui contient, deux principales questions vous viennent certainement à l'esprit. La première question, c'est d'où viennent ces chiffres? Et la seconde question, c'est quelle est l'interprétation qu'on peut en faire aujourd'hui? Parce que c'est très important. À la première question, ces chiffres viennent du rapport VIM sur les tendances en matière de protection de données sur l'année 2024. Ce rapport consigne les conclusions d'une étude menée sur un échantillon représentatif d'entreprises à travers le monde, étude qui a consisté à interroger les décideurs IT de ces entreprises-là sur deux principales questions. Première question, quels étaient leurs challenges en matière de protection de données sur l'année qui s'est écoulée? Et deuxième question, quelle était leur vision stratégique en matière de protection de données, sauvegarde, sur l'année qui démarrait? Alors, ces chiffres-là sont quelques-unes ou quelques-uns des conclusions de ce rapport-là. Nous allons d'ailleurs partager le lien vers ce rapport-là avec vous. Vous allez pouvoir éventuellement le parcourir pour pouvoir cerner encore d'autres chiffres un peu plus importants que nous n'avons malheureusement pas partagés sur ce slide. Mais nous avons partagé les plus importants, on vous rassure. Le premier chiffre dit que 85% des entreprises auditées ont subi une attaque à ransomware, au moins une attaque à ransomware. Ça, c'est un chiffre important et ça fait peur. Le second nous dit que 93% des attaques ont ciblé les sauvegardes. Et le second nous dit simplement que 41% des entreprises auditées considèrent aujourd'hui la mobilité dans le cloud comme une fonctionnalité importante d'une solution de protection de données moderne. Mais nous allons focaliser sur les deux premiers chiffres. Et l'interprétation qu'on peut en faire des deux premiers chiffres, c'est simplement que les dernières décennies ont été marquées par une montée en puissance des cyberattaques et des attaques à ransomware en particulier. Et aujourd'hui, le second chiffre renseigne encore à suffisance sur le fait que aujourd'hui, les sauvegardes sont devenues la cible privilégiée des cyberespions. Simplement parce qu'ils savent très bien que la sauvegarde constitue aujourd'hui votre dernière ligne, votre dernier rempart, votre dernière ligne de défense contre les cyberattaques. C'est la raison pour laquelle, dans les processus d'attaque aujourd'hui, les cyberespions attaquent d'abord vos sauvegardes et ensuite, ils attaquent la production. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois que les sauvegardes seront compromises et que la production le sera aussi, vous n'aurez d'autre choix que de payer la rançon qu'ils vont vous demander. Alors, fort tout ce qui précède, ce que l'on peut dire, c'est que déjà en tant qu'entreprise, vous devez aujourd'hui bâtir une stratégie de résilience forte à travers des solutions de sauvegarde modernes, mais surtout, vous devez, au-delà de votre stratégie de sauvegarde, accompagner votre solution de sauvegarde du mécanisme susceptible de garantir vos sauvegardes, donc vos points de restauration contre les cyberattaques en général et l'attaque à ransomware en particulier. D'où la cyber-résilience. En réalité, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cyber-résilience parce que les cyber-espions, voilà, leur cible privilégiée, vous l'avez compris, ce sont vos sauvegardes. Il faut sauvegarder pour tenir le pari de la résilience, mais par après, il faut protéger, il faut mettre à l'abri vos sauvegardes contre les cyberattaques en général et l'attaque à ransomware. Nous allons maintenant vous montrer à travers la Vim Data Platform comment tout ceci est possible. Next slide, s'il te plaît, Lucie. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce qu'on vient de dire, du constat que l'on vient d'établir avec vous, Vim a su ajuster sa vision stratégique en matière de sauvegarde et proposer un produit, la Vim Data Platform, aujourd'hui, que certains d'entre vous connaissent
peut-être, vision de ce produit qui repose aujourd'hui sur 3 principaux piliers. Le premier pilier, c'est la sécurité des données. Le second pilier, la restauration des données. Et le dernier pilier, la liberté. Nous allons prendre chacun des piliers, le disséquer ensemble avant de présenter un peu plus tard les fonctionnalités majeures du produit. Alors, sur le pilier de la sauvegarde d'abord, la sauvegarde, Lucie. Sécurité des données. Sécurité des données, OK. Sur le pilier de la sécurité des données, la vision de Vim aujourd'hui, à travers son produit qui est la Vim Data Platform, c'est de sécuriser vos sauvegardes. On l'a dit il y a quelques instants. Aujourd'hui, faire la sauvegarde, ça ne suffit plus. Vous faites la sauvegarde, oui, ça va vous aider à tenir le pari de la cyber-résilience, mais si jamais vos sauvegardes sont attaquées, sont compromises, vous n'allez pas, le cas échéant, pouvoir vous en servir pour assurer une reprise d'activité. Donc, il faut sécuriser les sauvegardes. Le second élément, quand on parle de sécurité des données, c'est un accès sécurisé. Un accès sécurisé à quoi? Un accès sécurisé à vos plateformes de protection de données. Et à ce niveau, la Vim Data Platform va implémenter des mécanismes comme l'authentification multifacteur, que vous connaissez certainement tous. Mais au-dessus de tout, c'est également l'implémentation d'un ensemble de règles de sécurité qui vont vous permettre de renforcer la sécurité, une sécurité autour de votre plateforme de protection de données. Le troisième élément, parlant de la sécurité, c'est restauration sécurisée. Et ça, c'est un mécanisme qui est propre à Vim. Tout ce que je vous explique depuis, ce sont des mécanismes qui sont propres à Vim. Restauration sécurisée en intégrant une étape intermédiaire dans le processus de restauration qui voudrait que, on passe au peigne fin vos sauvegardes, vos points de restauration, dans un moteur d'antivirus, par exemple, à l'effet d'y rechercher et d'y déceler la moindre trace d'indicateur de compromission. Parce que l'idée derrière, c'est d'éviter de réinfecter la production. Donc, si on trouve la moindre trace d'indicateur de compromission dans vos sauvegardes, alors le processus de restauration prendra fin à ce moment-là. À l'effet d'éviter, on le disait il y a quelques instants, d'éviter de réinfecter la production. Le pilier de la restauration des données maintenant. Sur le plan de la restauration, on ne le dira jamais assez, sauvegarder c'est bien, mais la sauvegarde n'a d'intérêt que si vous pouvez vous servir de vos points de restauration, de vos sauvegardes pour pouvoir assurer une reprise sereine d'activité. Et à ce niveau, Vim, c'est plusieurs mécanismes de restauration aujourd'hui. C'est des restaurations de machines virtuelles entières, si on est dans un contexte de virtualisation. C'est des restaurations dites de type granulaire. La restauration dite de type granulaire vient de ce que, avec la Vim Data Platform, vous avez la possibilité de restaurer des objets applicatifs plutôt que de restaurer tout un serveur sur lequel s'exécute l'application en question. À ce niveau, il est indispensable de prendre un scénario pour qu'on comprenne bien. Le cas le plus pratique, ce serait celui des annuaires Active Directory, vos annuaires Active Directory, si vous en avez. Au lieu de restaurer tout un serveur d'annuaire, à l'effet de récupérer un compte utilisateur ou unité d'organisation qui aurait été volontairement ou accidentellement supprimé, la Vim Data Platform vous donne la possibilité de restaurer uniquement le compte utilisateur ou l'unité d'organisation en question. Cette restauration dite de type granulaire, ça vaut pour les environnements comme l'annuaire, ça vaut pour les bases de données que vous avez aussi, Oracle, SQL Server, Postgres, tout ce que vous avez, vous permettant de restaurer par exemple, niveau base de données, une base de données ou une table, plutôt que de restaurer tout le serveur sur lequel s'exécute le SGBD en question. Vim, c'est également la restauration dite de type instantané, que nous allons aborder un peu plus bas quand nous allons parler des fonctionnalités majeures du produit. Le dernier pilier, c'est le pilier de la liberté des données. Next slide, s'il te plaît, Lucie. Le pilier de la liberté des données chez Vim vient de ce que Vim a compris que, aujourd'hui, vous, en tant que client, vous avez la liberté d'exécuter vos applications sur les infrastructures de votre choix. Vous avez la liberté d'exécuter vos applications on-prem, virtualisées sur l'hyperviseur de votre choix. Vous avez la liberté d'exécuter vos applications sur les serveurs physiques, sur les OS de votre choix. Vous avez même la liberté d'exécuter aujourd'hui vos applications chez des public cloud providers de premier rang que sont Amazon, Azure, Google Cloud Platform, pour ne citer que ceux-là, et sans publicité. Et donc, le mandat de Vim aujourd'hui, c'est de vous permettre de sauvegarder vos données, sauvegarder les données de ces applicatifs, indépendamment de l'infrastructure ou du type d'infrastructure sur lequel elles s'exécutent. C'est pour ça qu'on parle de liberté de données. Le second élément, quand on parle de liberté de données ici, c'est
justement la capacité ou bien la flexibilité que vous avez à choisir des baies de stockage de votre choix à l'effet de stocker vos sauvegardes, si vous permettez la répétition. Vous pourrez en l'occurrence choisir du stockage de type bloc, du stockage de type file, les NAS, ou alors du stockage du type objet aujourd'hui. Et le dernier pilier, c'est la mobilité dans le cloud. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui adoptent de plus en plus l'approche d'hybridation cloud. Approche d'hybridation cloud qui les amène parfois à ramener une partie de leurs applicatifs qui sont déjà on-premise sur l'infrastructure d'un public cloud provider. Et dans le cas échéant, ça passe par un projet de migration. Il faut migrer ces applicatifs-là sur l'infrastructure du public cloud provider. Donc, la vision des VIM, plutôt que d'aller chercher une autre solution pour pouvoir faire la dite migration, vous allez pouvoir utiliser Vim pour pouvoir faire la dite migration. Et ça va se passer concrètement comment? Avec Vim, vous sauvegardez par exemple les données, un serveur qui porte une application en particulier, et vous aurez la possibilité de faire la restauration, mais cette fois-là, à destination de l'infrastructure du public cloud provider de votre choix, que ce soit Amazon, que ce soit Azure ou encore Google Cloud Platform. Next, Lucie, s'il te plaît. Alors, la Vim Data Platform aujourd'hui repose essentiellement sur trois principales briques que nous allons disséquer dans les prochains slides. Nous avons la brique de Backup and Recovery qui intègre tous les mécanismes de sauvegarde, de restauration et de réplication. J'insiste sur le thème de réplication. Vim est aujourd'hui le seul éditeur de solutions de sauvegarde qui vous offre le mécanisme de réplication de machines virtuelles au même titre que ce que vous proposent aujourd'hui les éditeurs de solutions de virtualisation comme VMware, comme Hyper-V, pour ne citer que cela. Nous avons une seconde couche qui est la couche de monitoring et analytique. À ce niveau, Vim va vous offrir toutes les fonctions de supervision en temps réel, de reporting avancé et de prévision de capacité. Et nous avons une dernière couche qui est la couche d'orchestration de la reprise. Comme nous l'avons dit il y a quelques instants, nous allons prendre chacune de ces couches-là et nous allons disséquer. Et c'est à travers cette dissection qu'on va pouvoir donc mettre en lumière le panel des fonctionnalités majeures que Vim offre sur chacune de ces briques. Mais retenez à ce niveau que à travers la Vim Data Platform, la Vim Data Platform aujourd'hui, c'est la sauvegarde non seulement des environnements virtuels sur des hyperviseurs comme vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Red Hat Virtualization ou encore très récemment Proxmox. C'est également la sauvegarde des environnements physiques. Et à ce niveau, on fera le distinguo entre les serveurs physiques et les postes de travail. Les serveurs physiques étant justement du matériel sur lequel on a mis un OS serveur, alors que les postes de travail, c'est simplement du matériel sur lequel on aura mis un OS client comme Windows 10, Windows 8, Windows 7, Ubuntu client, tout ce que vous voulez. Après Vim, on l'a dit il y a quelques instants, c'est la sauvegarde de vos applications métiers spécifiques comme les annuaires, comme les bases de données Oracle, Postgres et tout ce que vous voulez, parce qu'à ces niveaux, ils vont vous permettre justement de pouvoir faire, Vim vous permettra de faire des restaurations dites de type granulaire, à l'effet de restaurer un objet applicatif plutôt que de restaurer tout le serveur sur lequel s'exécute l'application en question, ce qui permettra un gain de temps important. Alors, Lucie, next slide, on va commencer à disséquer un peu tout ça. Sur la couche de Backup and Recovery, on le disait il y a quelques instants, Vim, c'est un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre de sauvegarder, restaurer, répliquer et faire la bascule. Sauvegarder quoi? Sauvegarder des serveurs virtuels physiques, sauvegarder des instances virtuelles chez le public cloud provider, sauvegarder vos applications métiers spécifiques, les annuaires Active Directory, les bases de données Oracle, Postgres et tout ce que vous voulez. La sauvegarde, le pendant de la sauvegarde, vous le savez tous, c'est la restauration. Quand on sauvegarde, c'est qu'on se met dans les dispositions déjà que s'il y a un incident sur la production, il va falloir restaurer. Bien sûr, qui dit sauvegarde dit restauration. Vim, c'est également la restauration. Je voulais dire la restauration. Plusieurs scénarios de restauration sont possibles. Restauration des machines virtuelles entières dans un contexte de virtualisation, restauration des serveurs physiques, restauration dite de type granulaire que nous avons déjà abordé, et restauration instantanée. Nous allons faire un focus là-dessus. Alors, pour comprendre le concept de restauration instantanée, il faut d'abord comprendre le concept de restauration simple. Vous avez une machine virtuelle, par exemple, que vous avez sauvegardée. Lorsque vous faites la restauration, en réalité, c'est que vous prenez les données sur les baies de sauvegarde
vous les rapatriez sur votre environnement de production, sur votre environnement virtuel, parce que j'ai dit dans un contexte de virtualisation, par exemple. Et c'est une fois que ce rapatriement de données est terminé que vous pouvez démarrer la machine virtuelle. On est d'accord? Et ça, en fonction de la volumétrie des données à rapatrier, des performances réseau, voilà, ça va prendre un certain temps. Et c'est simplement quand la copie sera terminée qu'on va pouvoir démarrer la machine virtuelle. Le mécanisme de restauration est donc adapté pour des charges de travail qui ne sont pas très critiques. Parce que qui dit criticité dit que si la charge de travail est indisponible pour quelque raison que ce soit, à l'informatique, on ne va donner qu'un laps de temps très court, autant pour moi, pour pouvoir assurer une reprise d'activité. Si vous avez des charges de travail critiques que vous sauvegardez, pour lesquelles on vous donne, par exemple, j'ai dit un truc bête, hein, pour lesquelles on va vous dire, écoutez, si cette charge de travail là tombe, vous avez, je vous donne l'ordre, je vous donne des temps de reprise de l'ordre de quelques minutes, 5, 10 minutes. Vous voyez, la restauration instantanée a ceci de particulier que dans un contexte de virtualisation, par exemple, elle va vous permettre de démarrer une machine virtuelle depuis. Donc, plutôt que de rapatrier les données avant de démarrer la VM, vous allez pouvoir démarrer la VM directement depuis la baie de sauvegarde. Et donc, garantir par la même occasion les temps de reprise d'activité, assez courts. Et pour la petite histoire à ce niveau, Vim a été le tout premier éditeur de solutions de sauvegarde à mettre ce mécanisme-là sur le marché. Vous allez le retrouver aujourd'hui un peu partout, sauf que Vim, au-delà de la restauration instantanée des machines virtuelles, ça vaut également pour les bases de données, ça vaut pour les NAS, comme nous allons le voir dans quelques instants. Mais chez les autres, ils ont repris ce concept, sauf qu'ils n'ont pas encore poussé niveau base de données, niveau NAS et tout ce que vous voulez. Mais retenez en un mot, au-delà du thème qui peut sembler effrayant, c'est simplement que c'est un mécanisme que vous allez pouvoir mettre à contribution pour les charges de travail qui sont critiques, charges de travail qui vous imposent des temps de restauration assez courts. Et ce mécanisme va vous permettre de tenir ce pari-là parce que vous allez pouvoir, par exemple, dans un contexte de virtualisation, démarrer vos VM directement depuis vos sauvegardes. Next slide, s'il te plaît, Lucie. Parlons maintenant de la brique de supervision, analyse et tout ce que vous voulez. Quand vous mettez en place une plateforme, que ce soit une plateforme de production ou de sauvegarde, vous avez toujours, je dirais même une exigence, une obligation en termes de supervision. Parce qu'une plateforme de protection de données ou une plateforme de production, c'est un ensemble de composantes. On est d'accord? Si on reste sur la production, si vous êtes dans un environnement 3 tiers, vous avez une couche serveur avec la virtualisation dessus, une couche SAN, une couche stockage. Il est important pour vous de faire la supervision parce que si jamais une des composantes de cette couche-là n'est plus disponible, n'est plus accessible, c'est toute l'infrastructure qui ne va plus pouvoir opérer. Les machines virtuelles, vous n'aurez plus la main dessus. Parce que si la couche SAN n'est pas accessible, on perd la main sur le stockage. Et aucune VM ne peut démarrer sans le stockage sous-jacent. Alors, cette logique, elle vaut également pour les environnements de sauvegarde. Les environnements de sauvegarde, le cas échéant de Vim, par exemple, c'est également un ensemble de composantes. Vous avez le serveur de backup qui est le chef d'orchestre. Vous avez d'autres composantes à côté, comme le proxy qui est en réalité le bras droit du chef d'orchestre parce que c'est lui qui effectivement orchestre toutes les opérations de sauvegarde et de restauration de données. C'est dire que si une de ces composantes-là n'est pas accessible ou alors ne dispose pas de suffisamment de ressources pour mener à bien sa mission, vous aurez des jobs de sauvegarde que vous avez configurés, planifiés, qui vont s'exécuter, mais vont se solder par un échec. Disons ça comme ça. D'où l'intérêt de superviser, et ce en temps réel, votre plateforme de sauvegarde. L'autre élément au niveau de la brique supervision et tout ce que vous voulez, c'est le reporting avancé. Lorsque vous gérez une plateforme de sauvegarde, vous avez souvent des requêtes comme celle-ci de votre hiérarchie qui vous dit est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve selon laquelle les opérations de sauvegarde se font dans le respect des exigences dans le respect des SLA en termes de RPO et RTO. On est d'accord? La Vim Data Platform, à travers cette brique de supervision et analyse, intègre déjà des rapports préconçus dans ce sens que vous allez pouvoir exploiter pour pouvoir justement apporter la preuve que vos opérations de sauvegarde se font dans le respect des SLA en termes de RPO et RTO tels que vous avez définis avec le business. Et pour terminer, il y a la partie prévision de capacité.
Une fois encore, quand vous exploitez une plateforme comme celle-là, vous devez être proactif, vous devez anticiper. Je veux prendre une ressource comme le stockage. Qui dit sauvegarde dit qu'on a besoin du stockage pour déposer ces données. On est tous d'accord. Mais la manière dont vous consommez le stockage peut faire en sorte qu'au bout d'un moment, ça va saturer. Il n'y aura plus de ressources de stockage pour pouvoir déposer vos sauvegardes. Et si on atteint la saturation de ressources de stockage, les opérations de sauvegarde également vont se solder par un échec. Donc, il est important pour vous aujourd'hui d'avoir un outil qui peut analyser l'évolution de la consommation du stockage sur vos baies de sauvegarde et de vous revenir avec un rapport qui vous dit concrètement, écoutez, à l'allure où vont les choses, dans 3 mois, vous serez à court de ressources sur les baies de sauvegarde. C'est important d'avoir cette information. Pourquoi? Parce que, comme on le disait il y a quelques instants, ça va vous permettre d'être proactif. Pourquoi vous devez être proactif? On a évoqué une raison tout à l'heure, parce que la baie de sauvegarde ne doit jamais saturer. Si elle sature, les sauvegardes se soldent par un échec. Et s'il y a échec de sauvegarde, c'est le business qui est à risque. Donc, à partir du moment où vous avez ce rapport qui vous remonte et qui vous dit faites attention, dans 3 mois, 6 mois, il n'y aura plus de ressources sur la baie de sauvegarde, ce que vous faites, c'est que vous mettez à contribution un intégrateur, comme notre partenaire Sanfis qui est dans le code, vous lui dites, OK, il faut que tu viennes me dimensionner une nouvelle baie de sauvegarde et puis tu me sors un devis. Quand vous, l'informatique, vous allez recevoir le devis, vous allez remonter à la hiérarchie pour que la hiérarchie prépare le budget dans ce sens. Une fois que le budget est validé, vous allez passer la commande d'une nouvelle baie de sauvegarde, vous allez la réceptionner, vous allez la déployer et l'intégrer à votre environnement de sauvegarde avant que l'ancienne baie de sauvegarde n'arrive à saturation en termes de ressources de stockage. Et une fois que c'est fait comme ça, voilà, quand bien même cette baie arrivera à saturation, les opérations de sauvegarde pourront se poursuivre parce qu'il y aurait désormais encore du stockage disponible pour pouvoir stocker vos sauvegardes. Next, Lucie, s'il te plaît, au niveau de la couche d'orchestration, ce qu'il faut comprendre quand on parle d'orchestration, c'est que toute entreprise a besoin à un moment donné d'avoir un outil, une solution qui va la permettre, qui va lui permettre, lui ou la permettre, voilà, de pouvoir, de manière automatique, de pouvoir automatique effectuer restaurer des applications, que ce soit des applications un tiers ou des applications multi-tiers. Le cas le plus pratique, c'est celui des applications 3 tiers, où vous avez une couche web, une couche base de données, une couche applicative. Parce que si vous ne mettez pas en place l'orchestration, ce que vous allez devoir faire en règle générale, quand vous voulez restaurer une application 1 tiers ou 3 tiers, prenons le cas des applications 3 tiers parce que c'est plus parlant, il va falloir que vous ayez restauré d'abord, par exemple, la couche base de données, parce qu'il faut d'abord restaurer la base de données, les services base de données étant consommés par les autres couches, notamment la couche applicative et éventuellement web pour les applications de type 3 tiers. Ensuite, c'est seulement après que vous avez restauré le serveur de base de données que vous enclenchez, et c'est encore manuellement, la restauration de la couche applicative et pour terminer, la restauration de la couche web. Et c'est seulement à ce moment-là, voilà, que l'applicatif qui a besoin de ces 3 tiers pour opérer sera disponible. Ce que l'orchestration vous offre, c'est la possibilité de le faire ce qu'on vient de dire, mais de manière automatique. Alors, avec l'orchestration, vous aurez simplement la possibilité de créer des plans de restauration dans lesquels vous allez dire, OK, ça c'est un plan de restauration pour l'application de ressources humaines qui opère sur 3 tiers, par exemple. Alors, dans mon plan de restauration, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer le fait qu'il va falloir d'abord restaurer le serveur de base de données, comme on l'a dit, et 5 minutes plus tard, on enclenche le processus de restauration. Par exemple, les 5 minutes, c'est vous qui définissez le temps. 5 minutes plus tard, vous enclenchez le processus de restauration de la couche web et la couche applicative, autant pour moi, et quelques minutes encore plus tard, la couche web. Et à la fin, vous avez votre applicatif qui est opérationnel. Donc, vous créez ce plan-là que vous allez pouvoir déclencher vous-même de manière manuelle. C'est-à-dire, vous cliquez juste sur un bouton qui dit, OK, lance-moi le plan de restauration de telle application. Et puis, voilà, ça exécute l'ensemble, le workflow des actions que vous avez défini dans ce plan de restauration-là. D'où le terme orchestration de la reprise d'activité. Next, Lucie. Je ne sais pas, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Il me semble que Lucie a dit en début de webinaire que si vous avez d'éventuelles questions, voilà, vous pouvez Oui, faire usage du chat ou lever la main pour les poser. Nous, on se fera le plaisir voilà, d'arrêter un moment, d'apporter des éléments de réponse à vos différentes questions avant de poursuivre avec la session. Est-ce que oui, jusque-là,
il y a des questions parce on a déjà dit pas mal de choses jusque-là, Lucie et Pascal. Oui, j'ai même reformulé la demande dans le chat. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les formuler. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Pour le moment, je n'ai pas de questions dans le chat. OK. Focus sur la cyber-résilience. Nous avons défini le concept de résilience au départ. En termes simples, capacité qu'a une entreprise à survivre en cas d'incident de quelque nature que ce soit. Quand on parle de cyber-résilience, c'est la capacité qu'a une entreprise à survivre en cas de cyberattaque. Et la cyberattaque la plus répandue aujourd'hui, la plus connue et la plus répandue, c'est les attaques à ransomware. On est d'accord? On a insisté au départ sur le fait que beaucoup plus cyber-résilience parce que vous avez la responsabilité aujourd'hui, compte tenu de la montée en puissance des attaques à ransomware, voilà, de mettre à l'abri vos sauvegardes contre les cyberattaques en général et l'attaque à ransomware en particulier. Et là, nous vous présentons un des leviers sur lequel vous pouvez actionner pour pouvoir justement tenir ce pari de la cyber-résilience. C'est simplement l'implémentation de la règle d'or. Si vous ne la connaissez pas, la règle d'or, c'est simplement cette règle qui est également connue sous l'appellation de la règle du 3-2-1 à la base, que Vim a su faire évoluer aujourd'hui en 3-2-1-1-0. C'est pour ça que vous voyez que le 1-0 de la fin est entouré et on a mis Vim à la fin. C'est Vim qui a rajouté cela à la règle d'or. Parce que la règle d'or à la base, c'est la règle du 3-2-1. Alors, que dit cette règle du 3-2-1? La règle du 3-2-1 dit simplement que pour tenir justement ce pari de la cyber-résilience, vous devez avoir 3 copies de vos données, 3 copies de vos données, y compris la donnée de production, que ces différentes copies-là doivent résider sur 2 médias différents. Le média disque, qui est le média de stockage par excellence aujourd'hui, et un autre média qui est la bande magnétique, ou encore le cloud étant considéré aujourd'hui comme un média à part entière. On vous recommande également de mettre une copie sur un site distant. Je prends un exemple. Si vous avez une infrastructure qui repose site de production, site de reprise, qu'on vous recommande de mettre une copie de vos données, notamment une copie de vos sauvegardes sur un site distant. Parce que la plus-value qu'il y a à fonctionner comme ça, c'est si jamais il y a un incident susceptible d'affecter, par exemple, tout le site de production, vous allez pouvoir à ce moment faire usage de cette copie de données que vous avez sur ce site distant, notamment le site de reprise, pour pouvoir assurer une reprise sereine d'activité. Et maintenant, l'autre 1-0 que Vim a apporté, c'est quoi? C'est que le prochain 1, là, c'est lui justement qui permet de tenir le pari de la cyber-résilience. On vous recommande d'avoir une copie de vos données qui est hors ligne. Pourquoi hors ligne? Parce qu'aucun cyberespion dans le monde ne peut corrompre une donnée qui repose, voilà, ou ne peut corrompre une donnée ou alors un système d'information qui n'est pas connecté à un réseau informatique. Aucun cyberespion ne peut le faire. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une copie de vos données hors ligne, offline, et pour ça, vous pouvez recourir à un média comme la bande magnétique, parce que la bande magnétique a ceci de particulier, que justement, ça vous permet d'avoir une copie de vos données hors ligne. Parce que quand vous faites des sauvegardes sur bande ou quand vous externalisez vos sauvegardes sur bande, après vous retirez la bande magnétique du lecteur ou du robot de sauvegarde et vous partez ranger la bande ou les bandes en question dans les armoires unifuges. Et à partir de ce moment-là, vous avez vos données qui sont totalement à l'abri des cyberattaques. Parce que, comme on le disait il y a quelques instants, aucun cyberespion dans le monde ne peut aller compromettre vos données sur vos bandes qui sont stockées dans une armoire unifuge. Ça, ce n'est pas possible. Le 1 est également mis pour le fait que si vous n'avez pas la possibilité d'amener une copie de vos données sur un média offline, vous pouvez également rester online, mais vous vous assurez que vous mettez la copie en question sur un média qui offre ce qu'on appelle l'inaltérabilité. On va prendre un exemple précis pour qu'on comprenne. Le stockage objet a aujourd'hui ceci de particulier à travers un mécanisme que l'on appelle le object locked, que vous allez activer sur les buckets. Le concept de bucket, c'est quelque chose, c'est un terme qui est propre, voilà, au stockage objet, parce que dans le stockage objet, on stocke des données, ce qu'on appelle des buckets, ce sont des seaux. Vous comprenez ça simplement comme des seaux, comme je disais, c'est à l'intérieur de ces seaux-là que l'on vient, comme un seau dans lequel on puise l'eau, hein, que l'on vient on vient stocker les données. Quand vous optez pour le stockage objet et que vous activez sur un seau de données un mécanisme comme le Object Locked, une fois que l'on dépose les données dans ce seau-là, les données en question ne pourront plus être ni modifiées, ni supprimées, et conférant ainsi une protection efficace contre
contre les cyberattaques. Le dernier chiffre, c'est le 0. Le 0 là, ici, tient de ce que Vim vous recommande fortement aujourd'hui de faire des tests de restaurabilité de données. Il faut faire des tests de restaurabilité des données parce qu'il y a eu des cas de figure où on ne sait pas trop pourquoi. Vous faites les sauvegardes vous disent bien que sauvegarde terminée avec échec. Il y a eu des cas de figure comme ça. Et là, c'est un retour d'expérience que je partage aussi avec vous. Nous, on a vu des cas de figure comme ça. Mais au moment de faire la restauration ne va pas à son terme. Elle ne va pas au bout. Donc, la restauration échoue. Même après plusieurs reprises, la restauration échoue. C'est fort de ce retour d'expérience, je disais, partagé par les utilisateurs de la solution. Et ce n'est pas seulement pour Vim, hein. C'est pas seulement pour Vim, le retour d'expérience que je partage avec vous, ça vaut pour toutes les solutions de sauvegarde d'aujourd'hui. Donc, c'est fort de ce retour d'expérience que Vim a rajouté ce zéro-là dans la règle d'or, où Vim vous recommande de faire des tests de restaurabilité et de vous rassurer que ces tests de restaurabilité-là se soldent par des succès, parce que c'est ça qui vous donnera la garantie qu'en cas d'incident, vous allez pouvoir faire usage de vos points de restauration pour pouvoir garantir une reprise sereine d'activité. Next, Lucie. Il y a une question apparemment. Alors, Un instant, je regarde. Hein. Je ne vois pas de question pour le moment. Bon, la personne est en train de la formuler. Alors, la Vim Data Platform aujourd'hui, le produit Vim Data Platform existe sous 3 différentes éditions aujourd'hui. Nous avons l'édition Foundation, qui en fait abarque uniquement la couche, la brique Backup and Recovery que nous avons présentée il y a quelques instants. Donc, vous aurez uniquement tous les mécanismes de sauvegarde et de restauration qu'offre aujourd'hui Vim. En dessus de ça, vous avez la Vim Data Platform dans son édition Advanced, qui va, en plus des fonctions de sauvegarde et restauration, intégrer tous les mécanismes de supervision en temps réel, reporting avancé et prévision de capacité, le capacity planning. Et au-dessus, nous avons l'édition Premium, qui, en plus de la couche Backup and Recovery, et celle de supervision et analyse, va intégrer la couche d'orchestration de la reprise que nous avons également présentée. Orchestration de la reprise qui va se faire à travers les plans de restauration ou alors les plans de bascule dans un contexte de réplication de machines virtuelles. Next. Alors, nous allons parler maintenant du mode de licensing de la Vim Data Platform. Rappelons simplement que qu'à la base, Vim a été conçu pour la sauvegarde des environnements virtuels. On est d'accord? Et à ce moment, Vim avait épousé le mode de licensing que propose VMware, c'est-à-dire licensing par socket. Mais nous sommes tous d'accord que les dernières décennies ont été marquées par une évolution significative dans le monde des infrastructures IT. On est passé de la virtualisation au cloud. On est passé du cloud privé à l'hybridation cloud, où vous exécutez vos applications, une partie sur vos environnements on-prem, une autre partie, par exemple, chez un public cloud provider. Et aujourd'hui, on a même du multi-cloud. Peu importe le choix que vous faites, que vous soyez on-prem, sur de la virtualisation, ou alors que vous exécutez même une partie de vos charges de travail sur des serveurs physiques, que vous ayez opté pour l'approche hybridation cloud, vous avez à la fois, par exemple, des charges de travail qui s'exécutent sur des serveurs virtuels, sur des serveurs physiques et d'autres sur des instances virtuelles dans le cloud. Le besoin de leur sauvegarder demeure intact pour tenir le pari de la résilience et plus encore aujourd'hui, le pari de la cyber-résilience. Il faut sauvegarder, peu importe. C'est fort de ce constat-là que Vim a donc su faire évoluer également sa vision en matière de licensing pour passer d'un mode de licensing en mode socket vers ce qu'on appelle aujourd'hui la licence universelle, la VUL. Next slide, s'il te plaît, Lucie. La VUL pour Vim Universal License. Tu es avec nous, Lucie? Voilà. Donc, à travers la licence universelle, vous avez la possibilité de sauvegarder à la fois vos machines virtuelles, vos serveurs physiques, vos instances virtuelles dans le cloud et vos applications métiers spécifiques que nous avons abordées, les bases de données, les environnements comme les annuaires, et j'en passe à travers une seule et même licence. Donc, ce n'est plus la licence en mode socket, c'est la licence universelle. C'est important de comprendre ça. Alors, next, Lucie, la licence universelle de Vim est disponible aujourd'hui en 2 modes. Vous avez le mode abonnement, comme vous l'entendez, c'est un abonnement. Hein.
Si vous prenez un abonnement de 1 an, vous avez un abonnement. Si vous prenez un abonnement de 1 an, autant pour moi, vous avez licence et support inclus. Mais à la fin de l'abonnement, il va falloir que vous renouveliez tout, à la fois la licence et l'abonnement. Sinon, vous avez une plateforme qui ne va plus du tout opérer parce que vous n'avez pas de licence active. Avec la licence perpétuelle, voilà, vous avez vos licences, vous prenez la licence une fois pour toutes, one shot, mais vous devez souscrire à un contrat de support. Vous devez prendre le support éditeur sur la période de temps qui vous convient. Vous pouvez par exemple prendre une licence VUL perpétuelle avec un support de 1 an, 2 ans, 3 ans, le max c'est 5 ans. Mais au terme de la durée du support, voilà, le thème de la durée de validité du support, il vous sera demandé de renouveler le support. Si vous ne renouvelez pas le support, la solution va continuer à opérer. Mais le jour où vous aurez un problème qui va nécessiter l'intervention du support niveau 3, c'est-à-dire les ingénieurs de VIM, vous n'allez pas pouvoir bénéficier à ce moment de leur accompagnement, sous réserve de faire un rappel de tout le support que vous n'avez pas encore payé, voilà, avant qu'ils ne puissent intervenir sur votre infrastructure. Il faut comprendre tout ça. Maintenant, parlons du dimensionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les licences VUL, Nextlight, s'il te plaît, sont vendues par pack de 10 instances. Une instance peut couvrir soit une machine virtuelle, soit un serveur physique, soit une instance virtuelle chez un public cloud provider, soit 3 postes de travail. Rappelons au passage que la différence entre serveur physique et poste de travail, c'est le fait que sur les serveurs physiques, vous avez des OS serveurs, alors que sur les postes de travail, vous avez des OS clients. Vim, à travers la Vim Data Platform, c'est également la sauvegarde de vos NAS. Et avec une instance, vous pouvez protéger un NAS d'une capacité de 500 gigas. Ça veut dire concrètement que quoi? Si vous avez un NAS d'une capacité de 1 Tera, il vous faudra jusqu'à 2 instances pour protéger. On va prendre un exemple pour que tout soit clair ici. Supposons que j'ai mon infrastructure que je vais sauvegarder et que j'ai finalement fait le choix de Vim. Alors, mon infrastructure à sauvegarder, j'ai une partie de mes workloads qui tournent sur les machines virtuelles sous VMware, une autre partie dans le cloud, sur AWS. J'ai exactement 5 instances virtuelles chez AWS, j'ai mes 15 machines virtuelles, j'ai mes 5 serveurs physiques, j'ai mes 9 postes de travail et j'ai un NAS d'une capacité de 4 Tera ou de 2 Tera. Alors, sur la partie NAS, une instance couvre 500 gigas. Alors, pour 2 Tera, il m'en faudra combien? Il m'en faudra 4. Sur la partie poste de travail, j'ai 9 postes de travail. Une instance peut en couvrir 3. Pour mes 9 postes de travail, il m'en faudra 3. Sur la partie serveur physique, j'en ai 5. Une instance couvre un serveur physique. Pour les 5, il m'en faudra 5. Ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin, vous soumettez les instances. Et puisque les licences sont vendues par pack de 10 instances, si je ne dis pas des bêtises, ça fera au total 4. Plus 3, ça fait 7. Plus 5, on est à 12. Plus 5 encore, ça fait 17. Plus peut-être mes 10 machines virtuelles, ça fait 27. On est d'accord? Ça fait 27 instances dans ce cas de figure. Et puisque les licences sont vendues par pack de 10, il vous faudra alors à ce moment acheter 3 packs VUL en abonnement ou en perpétuel avec la durée du support qui vous convient. Et c'est ça que Lucie, voilà, c'est ça que Lucie devra vous facturer. Voilà un petit exercice pour comprendre comment le dimensionnement des licences VUL s'effectue. Est-ce qu'il y a des questions, Lucie? On prend des questions avant de passer la parole à Pascal pour Oui, clôturer les débats. bien sûr. Il y a une question qui nous est parvenue. Elle demande comment procéder à l'externalisation des sauvegardes stockées sur un NAS. OK. Alors, 2 moyens aujourd'hui. Le premier moyen, c'est déjà, il faut comprendre que Vim intègre ce qu'on appelle les jobs de copie de sauvegarde. Ça, backup copy job. Copie de sauvegarde. Ça veut dire que vous faites une sauvegarde, vous le mettez sur un NAS, comme il le dit, et après, vous pouvez mettre à contribution un job de copie de sauvegarde qui va venir prendre les sauvegardes que vous avez sur ce NAS et le ramener sur un autre média de stockage de votre choix. Donc, on prend les sauvegardes sur le NAS, on l'amène soit dans le cloud, si c'est ce qu'il veut, ou alors sur un autre NAS qui est sur un site distant, notamment le site de secours, ou dans le cloud, ou alors sur tout autre média qu'il veut. Ça, c'est les jobs de copie de sauvegarde. L'autre mécanisme, c'est ce qu'on appelle les scale-out backup repository. Ça, c'est le terme technique. Concrètement, ça veut dire quoi? Les scale-out, le repository, commençons d'abord par ce qu'on appelle le repository. Le repository, il faut simplement percevoir ça, voilà, comme l'espace de stockage sur lequel vous venez déposer vos sauvegardes. Ça peut être un NAS, comme il vient de dire.
Le terme repository, c'est juste la terminologie Vim. Donc, percevez ça simplement comme voilà, l'espace, l'équipement de stockage sur lequel vous venez déposer vos sauvegardes. Alors, le concept de Scale-out Backup Repository, c'est simplement de vous dire que c'est un repos logique. C'est un espace de stockage logique parce qu'en fait, c'est la combinaison de plusieurs espaces de stockage physiques. Vous pouvez avoir un NAS ici. Vous prenez par exemple une appliance de déduplication que vous mettez sur le site distant ou alors une baie de stockage objet. Vous allez combiner les deux pour créer ce repo logique-là. Et vous allez devoir mettre en place dans la configuration de ce repo logique, voilà, des politiques de copie ou de déplacement de données d'un espace ou d'un équipement de stockage de cet espace logique-là vers un autre. De manière concrète, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Il va peut-être prendre, si on reste toujours sur la première question, il prend un NAS qu'il met sur le site de production. De l'autre côté, peut-être une baie de stockage objet qu'il met là-bas. Il veut bien externaliser ses sauvegardes à destination de cet équipement de stockage objet qu'on a sur le site de reprise. Voilà, il crée donc ce repo logique dont j'ai parlé. Il met les deux dedans et dans la configuration du repo logique, il actionne sur les mécanismes qui vont permettre de copier ou de déplacer les données du NAS vers la baie de stockage objet qui se trouve sur le site de reprise. C'est bon? Et bon, j'espère pour notre partenaire, Monsieur Magloire Judicaël. Je ne sais pas si la question convient. Éventuellement, il pourra réagir dans le chat pour nous confirmer si c'est Voilà. OK. Ah, il dit que c'est bon. Merci. OK. Lucie, comme annoncé tout à l'heure, on va passer la main à Pascal, voilà, qui va prendre D'accord. le relais pour clôturer la session. D'accord, il n'y a pas de souci. Pascal? Oui, ici. D'accord. Donc, tu as la main? Oui, j'ai la main. Est-ce que je ne vais pas profiter de ton partage? Ok, c'est bon, je vais partager. Donc, je rappelle que la session est interactive. Donc, s'il y a des questions auxquelles vous souhaitez que nos partenaires ou nos intervenants répondent, n'hésitez pas à les formuler dans le chat ou à lever la main. Il y aura une autre session de questions-réponses tout à l'heure. D'accord. Merci, Lucie. Merci, Cédric, pour avoir décliné de façon brillante ce que c'est que la sauvegarde BIM. Alors, moi, je vais vous prendre sur BIM versus la concurrence. Je vais continuer à cette partie de sorte à aborder en fait comment en fait on positionne BIM par rapport à ses potentiels concurrents. Alors, comment se positionne BIM par rapport à ses concurrents? Pour cela, nous allons pouvoir positionner BIM par rapport à ses concurrents. Nous allons visualiser en fait le Magic Quadrant, qui est un outil d'analyse très influent dans le monde de la technologie, comme vous le voyez sur l'écran. Et Gartner, qui est un organisme indépendant, nous montre très bien, selon leurs résultats de l'année passée 2024, que VIM est dans la catégorie des leaders en matière d'éditeurs de solutions backup recovery. Et nous allons faire un petit exercice de lecture de ce diagramme. Comment on lit ce diagramme? Si on le constate, on a deux axes. On a l'axe des abscisses d'abord, qui représente l'axe de la vision. C'est quoi l'axe de la vision? En fait, chaque éditeur que vous voyez là, Vim, Commvault, Rubrik, Veritas, chaque année, au début de chaque année, annonce des innovations à Gartner qu'il va faire donc et qu'il décline sa vision en matière de protection des données. Donc, sur la base des enquêtes qu'il a menées, et il affiche en fait sa vision scientifique en matière de protection des données. Il annonce cela aux organismes comme Gartner qu'il a des innovations qu'il souhaite faire courant l'année, par exemple 2024. Et si après, on a l'axe des ordonnées, cela représente la capacité à exécuter ce qui a été décliné comme vision au cours de l'année 2024. On va dire quoi?
en ce qui concerne la vision, les innovations qui sont attendues. Les innovations qui sont attendues en 2024 sur l'axe vertical doivent être exécutées par en fait les potentiels leaders en matière de protection des données. Et si vous remarquez ici, c'est Rubrik qui se démarque sur l'axe des abscisses, qui est bien positionné le plus à droite. Ce qui veut dire que lui, il a annoncé qu'il avait des visions, il avait plus de visions en fait que la solution Vim. Mais Vim ici se démarque par sa capacité à exécuter la vision qui a été annoncée. Donc, sur la capacité à exécuter sa vision, Vim est au top et c'est le tout premier. Ce qui veut dire qu'il a des éditeurs qui annoncent beaucoup de choses, qui annoncent en fait des visions, mais qui ne les implémentent pas. Mais Vim annonce ces choses et se démarque des autres par la capacité à implémenter le plus la vision qui a été annoncée. Pardon. Oups. Vraiment. Allô, Lucie? J'espère que mon écran est toujours visible. Je vois une notification ici. L'affichage s'était interrompu un moment. C'est en train de Ok. charger, Pascal. Ok. Je crois que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Tu peux y aller. Super. D'accord. Donc, je suis en train d'expliquer en fait le diagramme en quelque sorte. Ce diagramme en fait montre que Vim est parmi les leaders et de deux, et que Vim se positionne et se distingue des autres par sa capacité à exécuter sa vision, le plus en matière de protection des données. C'est un élément sur lequel on peut s'appuyer pour positionner Vim par rapport à ses potentiels concurrents. Ce diagramme permet également, en l'occurrence, de voir que les principaux challengers de Vim sur le territoire Afrique francophone sont principalement Commvault et puis Rubrik. Alors, pourquoi choisir Vim par rapport à Veritas.net Backup qui est un concurrent potentiel de Vim? Nous avons choisi deux potentiels concurrents qui est Veritas.net Backup et puis Commvault. Nous allons essayer d'énumérer un peu en fait, les avantages à utiliser Vim par rapport à ces deux concurrents-là. Ces prochains slides-là vont nous permettre en fait d'aborder pourquoi en fait Vim est mieux positionné, ou soit Vim a plus d'avantages que Veritas.net Backup. Et pourquoi Vim est plus avantageux aussi que Commvault. Ici, le discours, on ne va pas le tenir sur le fait que Vim est la meilleure solution en matière de protection des données, parce qu'à travers même le Gartner qu'on vient de voir, Vim se démarque surtout plus sur la vision en matière de protection des données, sur la capacité à exécuter sa vision en matière de données, parce qu'il annonce le plus d'innovation vers les organismes, mais il a la capacité aussi à exécuter en fait ces innovations par rapport aux autres concurrents. Donc, les autres concurrents, ils annoncent plus en termes d'innovation sur le papier. Ils vont publier en fait des innovations, mais à la différence, ils ne les implémentent pas. Pascal, s'il te plaît, il y a un intervenant qui demande de lever un peu le ton. Je pense qu'il a du mal à suivre. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ah oui, peut-être je suis un peu loin du micro aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, c'est ça, c'était ça. Alors, la différence ici, c'est qu'après, je disais en fait que les potentiels concurrents de Vim ont une vision, mais ils ne les implémentent pas. On pourra assimiler cela sans faire en fait de politique à des promesses en fait électorales. Genre, ils annoncent beaucoup de choses et après, ils ne les réalisent pas. Vim, par contre, lorsqu'ils annoncent en fait qu'ils ont des innovations et ils les implémentent, ils les réalisent en quelque sorte. Vous voyez un peu, donc, une fois encore, ce sont des lignes en fait de démarcation. L'objectif ici, comme je le disais, n'est pas en fait de dire que Vim est meilleur, mais c'est de montrer les points essentiels de démarcation que Vim nous montre par rapport en fait aux autres
concurrents potentiels. Maintenant, normalement, quand nous allons faire une séance de qualification de besoins, il va nous demander en fait de bien écouter en fait le client pour ensuite montrer par rapport à son besoin spécifique, par rapport à son challenge spécifique, ses contraintes spécifiques, que Vim sera en fait le meilleur choix pour lui sur la base des contraintes, des challenges et autres qui seront évoqués pendant la phase de qualification. Nous allons, selon le tableau qui est défini ici, voici quelques points de démarcation de Vim par rapport à Veritas Net Backup. Et en premier point, nous avons, côté fonctionnalité, nous avons la compatibilité matérielle où Vim a un avantage d'installer sur n'importe quel matériel que Veritas ne fait pas. La fonctionnalité sur la sauvegarde applicative sans agent, donc, où l'avantage pour Vim, c'est de sauvegarder et faire des restaurations avec reconnaissance applicative sans agent. Pour la réplication intégrée, Vim a un avantage sur la simplicité de la reprise après sinistre. Par contre, Veritas ici nécessite un autre outil en plus pour faire en fait la reprise après sinistre. En ce qui concerne la fonctionnalité de la restauration instantanée, la restauration instantanée sur Vim permet en fait de le faire sur de nombreux workflows, à savoir les VM, les serveurs physiques, les NAS, les bases de données cloud, postes de travail et interplateformes. Pour la vérification de culpabilité, là, on constate avec Vim qu'il y a un avantage sur la vérification avancée. Par contre, sur Veritas, par exemple, la vérification est limitée. Sur Veritas, on se contente juste de vérifier que les fichiers sont lisibles sans assurer leur bon fonctionnement. Par contre, sur Vim, les tests automatisés de la récupération dans les environnements sont isolés et vous permettent, en fait, vous avez une vue, en fait, sur tout ce qui est récupération après sauvegarde. Vous pouvez, comme Cédric l'a dit, vous pouvez faire des tests de restauration pour voir s'il y a un problème, en fait, sur la sauvegarde en quelque sorte. Sur la détection des ransomware, l'avantage pour Vim sur la détection des ransomware, il y a une proactivité sur le ransomware, surtout plus sur la restauration, en fait, des données. Par contre, sur les autres éditeurs, il y a une détection limitée aux métadonnées. Nous allons aller sur le deuxième concurrent potentiel qui est Commvault. Par rapport à Vim, par rapport à Commvault, on peut dire qu'un avantage vraiment sur les fonctionnalités sont sur l'architecture, dimensionnement et le déploiement de l'infrastructure. Et il permet en fait une infrastructure simplifiée par rapport à Commvault qui a une infrastructure très complexe. On a un dépôt de sauvegarde extensif qui est simple sur Vim. Par contre, sur Commvault, c'est très lourd. On a une protection contre les données qui est un CDP éprouvé sur Vim qui fournit un RPO de quelques secondes pour les VM critiques grâce à une application continue basée sur VAIO. Sur Commvault, on a un CDP qui est lancé basé sur VAIO, mais qui a plus de 4 ans, qui n'est pas à jour en quelque sorte. L'un des avantages sur la vérification de la récupérabilité sur Commvault, on a une vérification insuffisante parce que sur Commvault, il vérifie uniquement en fait la lisibilité des blocs de données sans assurer le bon fonctionnement des tests avancés manquants. Il y a un support applicatif, une reconnaissance applicative sans agent. Sur Commvault, le support applicatif, c'est avec agent. Ce qui fait que, en fait, sur Vim, la sauvegarde, les restaurations sont granulaires pour Microsoft, Oracle, PostgreSQL sans installation d'agent. La restauration sans malware sur Vim par rapport à Commvault. Sur Commvault, il n'y a pas de restauration en fait sécurisée, si on peut le dire. Aucune analyse automatisée contre les malwares sur Commvault. Et aussi, ça nécessite un job à part pour scanner en fait les sauvegardes avec des signatures externes. Nous avons
énumérer quelques avantages de Vim par rapport à ses principaux concurrents et les bénéfices en fait qui démarquent vraiment en fait Vim par rapport à ses concurrents. Alors, nous sommes au terme en fait, de la présentation, mais nous avons quelques ressources à partager avec vous pour vous permettre en fait une meilleure connaissance et puis une meilleure appréhension en fait, sur la solution Vim à travers en fait les ressources, les liens et que nous allons partager avec vous et peut-être après en fait la présentation. Il s'agit en fait du premier lien qui est le rapport sur les tendances en matière de protection des données, comme Cédric l'a évoqué plus haut. Le deuxième lien va concerner en fait la Vim Data Platform Overview, qui est une brève description en fait de la Vim Data Platform. Il y a aussi la possibilité de faire en fait des labs aujourd'hui, qui est vraiment intéressant sur Vim. Et c'est ça vraiment, c'est un point fort en fait que Vim a par rapport à ses concurrents. Parce que c'est un lien en fait qui vous donne la possibilité d'aller, pour ceux qui n'ont pas encore, connaissent pas encore la solution, qui voudraient toucher vraiment du doigt en fait la solution. Vim peut les apporter en fait un overview sur comment faire les configurations, comment faire en fait d'avoir en fait une vue de façon globale en fait sur comment élaborer de façon granulaire en fait la solution Vim. Donc, voilà ce qui est bien élaboré pour les thématiques bien précises sur la sauvegarde des machines. Ça permet aussi sur le lien Customer End on Lab Portal, vous aurez en fait à toucher en fait la sauvegarde des serveurs physiques. Vous pouvez toucher en fait la sauvegarde des serveurs physiques, la sauvegarde des bases de données. Il y a un certain nombre aussi de labs que vous pouvez faire pour toucher du doigt vraiment la solution et la capacité à faire tout ce que vous avez comme inquiétude sur la solution Vim. Et en dernier point, c'est Vim, c'est un lien qui va vous envoyer vers en fait vers Vim versus compétition, vers la concurrence. Ce contenu, en fait, c'est toujours dans le même sens que ce qu'on a dit. C'est pas de dire que Vim, c'est la meilleure de toutes les solutions de protection des données, mais dans ce contenu, vous allez clairement identifier des éléments de démarcation de Vim par rapport à ses principaux challengers. Et si ces éléments de démarcation vous intéressent, et vous, en tant que prospect, alors Vim, c'est la meilleure protection des données que nous pourrons vous offrir. Et plus à droite, on a les contacts clés de Sankfis et notre partenaire Exclusive Network qu'on pourra aussi partager de sorte à ce que vous pourriez en fait nous joindre à tout moment pour des requests, des questions, des inquiétudes. Nous serons très ravis de vous répondre et de répondre à vos sollicitations. Merci, Voilà. Pascal. Merci. Ok, merci Merci Pascal. à tous. Avec ta permission, Pascal, j'ai dit deux mots un peu sur la partie Vim contre Il n'y la a pas de souci, concurrence. Cédric. Ouais, j'appuie simplement ce que OK. tu as dit, hein. Notre vision chez Exclusive aussi bien que chez Sanfis, c'est de ne pas de vous vendre des solutions juste pour vous vendre. Je vais vous prendre une image pour que vous compreniez un peu ce que nous voulons dire. Quand vous allez au marché et que vous dites que je vais m'acheter une paire de chaussures, il y a le vendeur qui va vous dire, il va sortir directement, par exemple, une paire de chaussures avec talon, il vous donne. Vous voyez? Il n'a pas pris la peine de vous poser la question, la chaussure, qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors que si vous avez posé la question, c'est pourquoi la chaussure, vous lui aurez dit non, moi, c'est pour aller faire mon footing, par exemple, tous les matins. Il ne vous aurait pas sorti la chaussure avec talon. On est d'accord? La chaussure avec talon, dans ce contexte, n'étant pas adaptée à l'usage que vous voulez faire de la chaussure. C'est exactement la même chose que nous sommes en train de dire ici. Notre objectif, ce n'est pas de vous dire, comme Pascal a dit il y a quelques instants, que Vim, c'est la meilleure des solutions de sauvegarde sur le marché. Non. Notre objectif, c'est de vous dire, il y a bien des égards, une fois qu'on vous a écouté, qualifier votre besoin, comprendre exactement quels sont vos pain points, quels sont vos challenges en matière de sauvegarde aujourd'hui, que vous nous dites par exemple que nous avons besoin d'une solution qui est software defined parce que voilà, nous voulons garder la main sur le type de matériel, le type de serveur sur lequel nous allons installer la solution. On veut mettre ça sur le serveur de notre choix. Nous voulons choisir la baie de stockage que nous voulons également pour pouvoir stocker nos sauvegardes.
Dans ce contexte, vous voyez qu'effectivement, on est déjà en train de se rapprocher vers Vim. Autre chose que vous nous dites que, voilà, nous voulons une solution, par exemple, qui va également être utilisée pour faire de la réplication de machines virtuelles. Là encore, on positionne bien Vim. On avance, nous voulons une solution qui va nous permettre de faire de la détection de malware, d'anticiper la détection de malware, peut-être pendant le process de sauvegarde, ce que la Vim Data Platform sait très bien faire, ou après les sauvegardes, passer de manière périodique au peigne fin vos points de restauration à l'effet d'y déceler la moindre trace d'indicateur de compromission. Ça, Vim sait très bien le faire, ce que ne font pas les autres. Donc, en résumé, ce que je dis, nous discutons avec vous, c'est notre approche méthodologique. Nous écoutons quel est votre besoin. Oui, il y a un besoin de sauvegarde. Quels sont vos challenges spécifiques en matière de sauvegarde? Est-ce que c'est la réplication? Est-ce que c'est la restauration instantanée? Si oui, quels sont les charges de travail critiques pour lesquels il faudrait effectivement faire de la restauration instantanée? Est-ce que c'est les VM? Est-ce que c'est les bases de données? Est-ce que c'est les NAS? Si vous cochez les trois cases, on vous dit c'est du Vim parce que les autres ne savent pas le faire. Donc, c'est ça la logique. Une fois encore, nous ne sommes pas là pour dire que Vim, c'est la meilleure des solutions de protection de données. Nous sommes là pour dire à bien des égards, une fois qu'on vous aura écouté, par rapport à votre besoin, par rapport à vos contraintes, vos challenges spécifiques sur le périmètre de la sauvegarde, voilà, on pourra vous affirmer que Vim est la solution idéale par rapport à votre besoin spécifique. Un autre petit point sur la partie, le hands-on lab, c'était un aspect important. Nous avons bien conscience que très souvent, quand des partenaires viennent chez vous, ils vous présentent des solutions. Aujourd'hui, le sentiment que vous, en tant que client, prospect, vous avez, et ça, on le sait, parce que vous avez déjà vécu des expériences un peu difficiles. Les gens sont venus vous dire des choses, et après, vous avez donné les projets, vous donnez le projet, et après, c'est au moment peut-être des implémentations que vous constatez que telle chose qu'il m'avait dit là, ça ne fait pas. Telle autre chose, ça ne fait pas. C'est la raison pour laquelle Vim a travaillé à mettre sur pied ce portail, ce hands-on lab portal-là, pour vous permettre de toucher du doigt de la solution. Nous vous encourageons vivement à exploiter ce lien, aller toucher du doigt de la solution, aller éprouver un certain nombre de fonctionnalités majeures que nous avons décrites aujourd'hui avec vous, le instant recovery, des VM, des bases de données, les restaurations dites de type granulaire pour les environnements comme les annuaires Active Directory, les bases de données et tout ce que vous voulez, la détection de malware. Il y a un ensemble de labs qui traitent de ce sujet-là. Ça va vous permettre non seulement de toucher du doigt la solution, mais de valider ou de vérifier par vous-même que ce que nous avons annoncé aujourd'hui pendant voilà, cette phase de présentation théorique, si on peut le dire comme ça, comme fonctionnalité majeure du produit, ce sont des choses que Vim fait. Et une fois encore, ça va rejoindre ce que disait Pascal tout à l'heure. Vim annonce des choses et Vim les implémente. Ça marche. Merci Cédric pour ce complément. Si tu Oui, permets, Lucie, il y a il y a deux questions. voilà. Euh, Je voulais passer à quelques-unes des questions. On en a reçu aussi offline. Donc, il y a, si tu permets, il y je a- peux. oui, vas-y, vas-y. Voilà. La première qui nous est venue, c'est à partir de quelle taille d'environnement d'entreprise peut-on s'orienter vers une sauvegarde avec Vim? Est-ce qu'avec 2 PC et un serveur, est-ce qu'il y a un dimensionnement de base? OK. Vim, c'est une solution qui a été conçue pour les entreprises de toutes les tailles. Et ça aussi, c'est un point fort. Vous avez vos deux PC, monsieur, et je ne sais pas trop quoi, deux autres machines virtuelles. Ça fait 4 instances. Les licences étant vendues par pack de 10 instances, vous allez acheter un pack de la Vim Data Platform, licence VUL. On discutera avec vous de la durée du support voulu et Mhm. du type de licence, abonnement ou perpétuel. Et puis, Lucie vous fera le devis dans ce sens. Donc, il n'y a pas de limitation. Juste qu'il faut comprendre que les licences sont vendues par pack de 10. Donc, même si vous voulez protéger seulement un serveur ou deux serveurs, vous allez prendre un pack de 10. Mais la plus-value, c'est que vous auriez encore dans le pack de 10 8 instances supplémentaires pour pouvoir protéger d'éventuelles charges de travail que vous allez rajouter ultérieurement. D'accord, c'est bien noté. Ça, c'était une question de Madame Edith qu'elle nous a transmise par WhatsApp. La question de Monsieur Régis Arnaud Caboret. Bonjour, j'aimerais savoir si l'on peut utiliser TrueNAS avec un stockage suffisant comme solution de stockage des backups Vim et que pensez-vous de l'utilisation de la version Community? OK. Effectivement, vous pouvez utiliser le NAS de votre choix.
Rappelez-vous, on a longuement insisté sur la vision de la Vim Data Platform aujourd'hui à travers les 3 piliers que sont la sécurité, la restauration et la liberté. Et sur le pilier liberté, on a bien dit que Vim est conscient de ce que vous pourriez avoir envie d'utiliser l'équipement de stockage de votre choix, que ce soit du stockage bloc, que ce soit du stockage file, dont un NAS, ou du stockage objet. Et il me semble bien que TrueNAS voilà, vous donne la possibilité de faire du NAS. Vous pouvez très bien intégrer TrueNAS avec Vim voilà, et stocker vos sauvegardes sur un NAS à partir de ce moment-là. Pour ce qui est de la version Community de Vim, la version Community, comme son nom le dit, c'est une version qui est un peu limitée. Si vous restez en version community, il y aura un certain nombre de choses que vous ne serez pas à même de faire, comme les restaurations instantanées, le instant recovery qu'on en a présenté voilà, longuement pendant cette session et qui a une forte valeur ajoutée pour certaines entreprises. Si vous avez par exemple des charges de travail qui sont critiques parce qu'elles vous imposent des temps de reprise assez courts, vous n'allez pas pouvoir mettre à contribution un mécanisme comme le instant recovery en cas de besoin. Donc, la version community, c'est une version qui a été essentiellement conçu pour permettre aussi aux entreprises d'éprouver le produit, mais sur un certain nombre de fonctionnalités limitées. On ne sait pas, à proprement parler, une version avec laquelle on vous conseillerait d'aller en production parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités comme la détection de malware, la restauration sécurisée, le instant recovery, on le disait à l'instant. Il y a pas mal de fonctionnalités comme celle-là, très intéressantes, qui rajoutent de la valeur à l'offre de la Vim Data Platform dont vous n'allez pas pouvoir bénéficier en tout cas. D'accord. Si ça répond déjà à la question de M. Kaboré. Il y a M. Sommet qui demande quelles options Vim offre à ceux qui ont déjà souscrit au mode de licensing socket perpétuel et qui souhaitent avoir les options du Vim Data Platform. Ok, ça c'est des sujets auxquels Vim a déjà apporté. Il faudra simplement vous contacter Lucie, vous lui dites que vous voulez une offre de migration de votre licence socket vers la licence VUL. Nous, on reviendra vers vous avec un certain nombre avec un petit formulaire, ou Lucie reviendra vers vous avec un petit formulaire que vous allez remplir. Notamment, il faudra que vous précisiez, voilà, la VUL vers laquelle vous souhaitez aller, ce sera pour couvrir combien d'instances. Là, derrière, Vim saura comment faire les équivalences pour pouvoir voilà, pour produire la licence VUL équivalente. Mais de toutes les façons, la réponse qu'il faut retenir pour cette question, c'est effectivement, il y a la possibilité de faire la migration de vos licences socket vers les licences VUL. Il y a déjà beaucoup, par exemple, de clients qui se sont engagés sur cette voie et qui ont reçu leur licence VUL, qu'ils ont déployée sur leur plateforme et supprimé par la même occasion les licences en mode socket. Ok. Il y a une participante qui souhaite, Madame Edith, qui est revenue, qui demande que vous repassiez la partie mode licensing et support. Si tu peux revenir là-dessus et réexpliquer. Mode OK, licensing et support, mais aussi dimensionnement. Donc, OK. c'est revenu comme ça. Pascal, si tu peux remonter à ce niveau-là. Pas de Tu peux souci. remonter sur la partie, déjà la transition vers Licensing. les... Oui, vers la partie, on parle des licences universelles. Alors, pendant que Pascal remonte, on fait un peu l'historique parce que c'est important de comprendre l'historique. À la base, madame, les licences Vim a été conçu pour sauvegarder les environnements virtuels. Et à ce moment, ils avaient épousé la philosophie de VMware, voilà, qui est sur le mode de licensing, qui était un mode de licensing en mode socket. Chemin faisant, comme on l'a dit, les choses ont beaucoup évolué et de manière significative, autant pour moi, dans le domaine des infrastructures IT. Ces dernières décennies, on est passé de la virtualisation aux approches cloud privé, cloud hybride et multi-cloud. Toutefois, que vous soyez en approche cloud hybride, multi-cloud ou on-prem, le besoin de sauvegarder vos données demeure. Et c'est fort de ce constat-là, de cette évolution et de tout, que Vim a été obligé, je dirais, de faire évoluer sa vision en matière de licensing pour aller vers un mode de licensing susceptible de couvrir vos charges de travail, de sauvegarder vos applications indépendamment euh, de l'emplacement sur lequel s'exécutent les applications en question. Que vos applications s'exécutent sur des machines virtuelles, sur des serveurs physiques, sur des instances virtuelles dans le cloud, voilà, la licence universelle va vous permettre de les sauvegarder.
Alors, maintenant, sur la partie dimensionnement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la VUL pour Vim Universal License, donc la licence universelle, est vendue par pack de 10 instances. Cette phrase-là, il faut bien la comprendre, par pack de 10 instances. Et maintenant, une instance peut couvrir soit un serveur virtuel, un serveur physique, une instance virtuelle dans le cloud, 3 postes de travail ou encore 500 gigas NAS. On refait un exercice pour bien se comprendre. Vous avez votre environnement sur lequel vous avez peut-être, disons que vous avez opté pour l'approche hybridation cloud et qu'en plus, sur la partie on-prem, vous avez à la fois des serveurs physiques, des serveurs virtuels et des postes de travail que vous souhaitez protéger. Vous avez également un NAS peut-être d'une capacité de 2 Tera. Alors, sur la partie serveur virtuel, on en a 5, ça fait 5 instances. Si on en a 2 sur la partie instance virtuelle dans le cloud, il nous faut 2. On est déjà à 7 instances. Si j'ai 3 serveurs physiques, ça fait 3, on est déjà à 10 instances en inventaire. Si j'ai 9 postes de travail, il me faut 3 instances, parce qu'une instance, ça couvre 3 postes de travail. On est à 13. J'ai 2 Tera de NAS, comme je disais, il me faut 4 instances pour ça, parce qu'une instance, ça va couvrir 500 gigas d'espace NAS. Je rajoute 4 à 13, ça fait 17. Les licences sont vendues par pack de 10. Il me faudra 2 packs. C'est bon jusque-là. Et maintenant, parlant de la licence VUL, elle est disponible à la fois en mode abonnement et en mode perpétuel. Le mode abonnement, comme ça se dit, voilà, c'est un mode pour lequel vous prenez à la fois la licence et le support pour une période bien précise. C'est un abonnement. Et de toutes les façons, vous n'allez pas pouvoir séparer l'abonnement du support. Les deux, il faut les prendre. Vous prenez donc votre licence en mode abonnement, peut-être sur 1 an ou 2 ans. Au bout des 2 ans, vous devez renouveler à la fois l'abonnement, la licence, autant pour moi, en mode abonnement et le support. Si vous ne renouvelez pas, voilà, vous allez perdre de fait toutes les fonctionnalités qui sont offertes par la licence, les fonctionnalités majeures du produit et revenir à la version community dont un autre participant parlait tout à l'heure. Le produit va redescendre à la version community et de fait, vous empêcher de pouvoir utiliser certaines fonctionnalités majeures du produit jusqu'à ce que vous renouveliez l'abonnement. Maintenant, vous avez l'option de licence perpétuelle. Comme son nom l'indique, c'est une licence one-shot. Comme vous achetez la licence, c'est une fois pour toutes. Maintenant, vous allez tabler sur la durée du support éditeur que vous voulez. Je peux prendre un support éditeur de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Au bout de l'expiration de la validité de la durée du support, il vous faudra renouveler cette fois-là seulement le support éditeur. Si vous ne renouvelez pas le support éditeur, le produit va continuer à fonctionner avec toutes les fonctionnalités majeures du produit. On est d'accord? Mais sauf que si vous avez un problème qui nécessite l'intervention du support niveau 3, c'est-à-dire les ingénieurs de Vim, c'est la première des choses quand on les sollicite. Ils partent regarder si vous avez un contrat de support à jour. Dès qu'ils voient que votre support a expiré, ils ne vont même pas répondre à votre mail, à votre sollicitation. Donc, voilà l'handicap avec cette approche-là. Donc, vous prenez la licence en mode perpétuel. L'autre précision qu'il faut également apporter, c'est que ça, naturellement, ça va coûter un peu plus cher que la licence abonnement. Vous prenez le support de votre choix et au bout de l'expiration de la validité du support pour la licence perpétuelle, il vous faudra renouveler le support. L'autre pain point aussi, c'est que si vous ne renouvelez pas le support, vous n'allez pas pouvoir également faire des mises à jour, des mises à jour ou des mises à niveau, donc des mises à jour mineures ou majeures. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le paiement du support éditeur qui fait en sorte que Vim peut mettre des équipes R&D en contribution pour travailler sur le volet innovation. Donc, proposer des nouvelles fonctionnalités, c'est ça que le support vous apporte en fait. Pouvoir bénéficier de ces mises à jour et de pouvoir bénéficier également de l'intervention des ingénieurs niveau Vim au cas où il y aurait un incident qui ne pourrait pas être résolu ni par vous, ni par l'intégrateur qui vous accompagne en support. C'est pour ça qu'il y a le support niveau 3. D'accord. Donc, je rappelle aussi aux participants, pour ceux qui le souhaitent, pour revenir sur la partie dimensionnement et autres, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous allons vous accompagner et mieux vous orienter par rapport au choix de la solution qui convient au mode licensing perpétuel ou abonnement avec support.
La participante acquiesce qu'elle a bien noté les réponses de Cédric. On a une question dans le chat. Monsieur Sommet, j'ai entendu parler de Harden Repository. À quoi sert-il exactement? Est-il configurable nativement dans Vim ou bien est-ce qu'il faut forcément Vim Data Platform? OK, le Harden Repository, comme son nom voilà, le dit, harden en fait veut dire durcissement. Durcissement. Le hardening, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui sur tous les environnements, hein, beaucoup plus au niveau des OS. On est d'accord? Quand on met en place le durcissement, c'est pour renforcer la sécurité, si c'est au niveau OS, voilà. Renforcer la sécurité au niveau de votre système d'exploitation. Je prends un exemple. Quand vous déployez un OS, qu'il soit Windows ou Linux, une des recommandations, ce serait par exemple que vous finissez l'installation. On sait tous par exemple que sur un OS Windows, si on est en version française, on a un compte administrateur par défaut qui est connu de tous, hein. Et donc, une des recommandations, c'est pour empêcher un cyber-espion de lancer une attaque de type brute force à partir du moment où il sait déjà que le compte administrateur, par défaut, a le nom administrateur après installation. Voilà, une des recommandations, c'est vous créez un autre compte utilisateur administrateur et vous désactivez celui-là. Ça fait partie d'un ensemble de choses que vous devez faire pour durcir la sécurité autour d'un serveur, par exemple un serveur Windows. Maintenant, sur la partie Harden Repository, c'est toujours le durcissement. Commençons d'abord par le repo. Nous l'avons dit il y a quelques instants, le repo, il faut simplement le percevoir comme l'espace de stockage sur lequel vous allez venir déposer vos sauvegardes. Alors, les Harden Repository aujourd'hui dans les environnements Vim, ça vaut pour les serveurs Linux. Donc, on peut mettre à contribution le stockage que l'on a sur des serveurs Linux physiques ou virtuels. Voilà, pour pouvoir stocker nos sauvegardes. Maintenant, si on fait le durcissement, il y a un ensemble de règles que Vim va vous recommander pour durcir la sécurité autour du serveur Linux. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir utiliser ce serveur-là pour stocker vos sauvegardes. Et la plus-value que ça va vous apporter derrière, c'est justement pouvoir tenir le pari de la cyber-résilience. Parce que ce durcissement va vous permettre d'activer un mécanisme susceptible de garantir l'inaltérabilité des données dont on a parlé il y a quelques instants. Donc, quand vous allez mettre en place cet ensemble de règles de durcissement, vous allez pouvoir intégrer ce repo dans la console de votre produit Vim Backup and Replication et vous allez pouvoir utiliser donc ce repo à des fins de stocker des sauvegardes dessus tout en garantissant l'inaltérabilité de ces sauvegardes-là, dont les sauvegardes ne pourront plus être ni modifiées ni supprimées pendant un bout de temps et garantissant ainsi une protection efficace contre l'attaque à ransomware en particulier. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien avec Vim, mais pour cela, ça marche aujourd'hui essentiellement sur les environnements Linux et plus précisément sur les environnements Ubuntu. Ok, C'est j'espère que bon ça pour répond. Frédéric. J'espère, Frédéric j'attends il sa est dans le réaction. chat. S'il est encore là, il peut nous répondre. C'est bon pour vous? D'accord. Oui, il dit que c'est bon. C'est bon. Donc, dans le chat, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu as encore un apport supplémentaire à faire. On a entendu parler de résilience, cyber-résilience, liberté, stockage, supervision, restauration instantanée. En fait, les sauvegardes, c'est très important et il faut apporter une touche particulière et le suivre. Cédric? J'ai plus... tu as tout dit, Lucie. Tu as parfaitement tout résumé. Moi, j'ai plus grand-chose à ajouter. Donc, on a quand même fait le tour. On a aussi vu les méthodes et les orientations nécessaires pour la qualification des besoins des environnements. Est-ce que tu as quelques points à apporter? Qualification des besoins. Oui, on a Voilà. repassé en revue les mots de la licensing, comment est-ce qu'on qualifie en fonction de l'environnement et comment est-ce qu'on prend les instances pour savoir le nombre. Oui. La qualification, c'est une séance de travail avec le client. Donc, on demande une séance de travail avec le client. Au-delà de recenser les instances,
Voilà, Oui, il y a des échanges qui se font avec lui. On doit essayer de cerner, comme je disais tout à l'heure, quelles sont ses attentes spécifiques sur le périmètre de la sauvegarde. Et c'est ça bien qui sûr, va, il y a un accompagnement. voilà, c'est ça qui va nous permettre de lui dire. Et c'est notre démarche, une fois encore, on le répète, aller vers Vim. Nous, il y a eu des cas de figure où on a écouté le client et je vous assure, on lui a dit, Vim ne sera pas la solution idéale pour vous. Encore une fois, parce on ne vend pas pour vendre. On vend des produits, voilà, qui viennent satisfaire les clients et de fait vont s'inscrire chez lui sur le long terme. OK. De toute façon, les participants, j'espère, formulent directement leurs questions par chat. Vous pouvez encore lever la main. Le replay de la session sera disponible sous peu dans les mails de remerciement et d'évaluation de la présente session. Pascal, un mot supplémentaire avant la fin de la session? Non, ça va, tu as brièvement résumé et Cédric a apporté beaucoup d'éclaircissements. C'est sûr qu'avant de commencer ce webinaire, il y avait des, des idées de compréhension qui n'avaient pas bien perçu en fait ce que c'est que la sauvegarde sur Vim. Mais grâce aux différentes réactions, je pense que cette fois-ci, c'est assez clair pour tout le monde. Et si certaines personnes ont d'autres inquiétudes, voilà, qui n'hésitent pas à nous contacter, quoi, pour aller répondre aux besoins. Encore merci à notre partenaire Exclusive Networks d'avoir accepté de nous accompagner pour ce webinaire pour décliner la solution Vim et aborder tous les points essentiels pour permettre à nos différents clients de mieux comprendre la solution et pour ceux qui ont déjà fait l'acquisition, en tout cas, appréhender de nouvelles phases ou de nouvelles fonctionnalités à leur existant. Cédric, merci à toi. Pas besoin de me remercier, Lucie. Nous sommes dans le même bateau, on vise le même objectif. Voilà, j'espère qu'après ces séances-là, on va pouvoir décrocher quelques séances de travail avec tous ceux qui sont dans le call là, à l'effet de faire des séances de qualification, éventuellement des démonstrations si vous souhaitez, voilà, pour les permettre de D'accord. prendre la décision d'aller finalement sur Divim comme solution de sauvegarde de leurs données. D'accord. J'avais une main levée, mais que je ne vois plus. Je ne sais pas si la personne souhaitait poser une question. Sinon, on va sur ce clore la session. Je vais encore remercier tous les participants d'avoir, bien sûr, voulu s'inscrire et suivre la session du jour. Le replay sera disponible dans le mail de remerciement qui vous sera transmis. Donc, c'est plutôt un like. Merci à vous. Et nous restons disponibles pour vous accompagner par rapport au dimensionnement de vos différentes solutions de sauvegarde dont Vim. N'hésitez pas à prendre la tâche avec l'équipe de Sancfis. Et surtout, restez connectés car nous vous préparons encore d'autres webinaires où nous aurons les cadres d'échange avec des partenaires pour mieux répondre à vos attentes de transformation digitale. Merci à tous et à très bientôt.